La terre de mon père ne sentait pas la même chose pour tout le monde. Pour lui, elle avait l'odeur du pouvoir, du vin qui vieillit en fût de chêne et des registres de comptes bien tenus. Pour moi, elle sentait la cire d'abeille de nos parquets et le cuir des livres que je devais étudier. Mais pour les hommes qui la travaillaient, elle avait l'odeur âcre de la sueur, du limon froid des matins de gel et de la poussière soulevée par leurs outils. Je voyais leurs silhouettes depuis ma fenêtre, des ombres courbées qui semblaient faire partie du paysage, comme les arbres tordus par le vent. Le domaine du bois était notre royaume, mais il était bâti sur leurs échines, et cette vérité flottait dans l'air, aussi lourde et palpable que le brouillard qui montait de la Loire. Chaque jour, le soleil se levait sur cette injustice silencieuse, éclairant la beauté de nos jardins et la misère de leur vie avec une indifférence cruelle. Le silence de notre demeure était une chose vivante, une présence presque physique qui dictait nos gestes et nos pensées. Il s'épaississait dans les longs couloirs où les portraits de nos ancêtres nous observaient avec des yeux sévères, et s'alourdissait dans le grand salon où même le tic-tac de la pendule semblait retenir son souffle. Chaque objet était à sa place, chaque surface brillait d'une propreté immaculée, entretenue par des mains invisibles qui s'effaçaient aussitôt leur tâche accomplie. C'était une prison dorée, une cage de verre où les émotions étaient des créatures trop sauvages pour y être admises. Nous apprenions dès l'enfance à communiquer par des regards, des soupirs contenus, des inflexions de voix à peine perceptibles. Parler fort, rire aux éclats ou pleurer ouvertement aurait été comme jeter une pierre dans un lac parfaitement lisse, une violation de l'ordre sacré qui maintenait notre monde en équilibre précaire. Mon père ne régnait pas par le cri, mais par le poids de sa présence. Il était un homme de peu de mots, dont l'autorité émanait de son immobilité et de son regard pénétrant. Assis à son bureau, il pouvait décider du sort d'une famille entière d'un simple trait de plume, expulsant des terres ceux qui ne lui donnaient pas satisfaction. Ses mains, toujours impeccables, ne touchaient jamais la terre, mais elles en contrôlaient chaque arpent. Son silence était plus terrifiant que n'importe quelle colère, car il était rempli de jugement et de mépris contenu. Il se déplaçait dans la maison comme une ombre froide, et à son approche, les conversations des servantes s'éteignaient, les rires se figeaient, et même moi, son fils et héritier, je sentais le besoin de redresser mes épaules et de composer mon visage en un masque de sérieux filial. Il était l'incarnation de l'ordre, un ordre rigide et impitoyable. Les dîners étaient des messes silencieuses célébrées en l'honneur de cet ordre. Nous nous asseyions à la longue table en chêne, mon père à un bout, ma mère à l'autre, et moi entre eux, prisonnier de la distance qui les séparait. Le bruit des couverts en argent contre la porcelaine fine était la seule musique autorisée, un cliquetis froid et régulier qui rythmait notre isolant partagé. Les plats étaient servis par une servante dont nous évitions de croiser le regard, un fantôme dont la seule fonction était de pourvoir à nos besoins sans troubler notre quiétude. Mon père mangeait lentement, les yeux fixés sur son assiette, comme s'il accomplissait un devoir sacré. Ma mère picorait à peine sa nourriture, visage une étude de grâce et de résignation. Moi, je mangeais en espérant que le repas se termine vite, sentant sur moi le poids des attentes de mon père et la tristesse insondable de ma mère. Ma mère, Éléonore, était la plus belle et la plus fragile des créatures de cette maison. Elle ressemblait à une fleur rare conservée sous une cloche de verre, admirable mais intouchable. Sa vie était une succession de rituels vides, la gestion du linge, l'arrangement des bouquets dans les vases, les visites formelles aux dames du voisinage. Je la voyais souvent assise près de la fenêtre du salon, son ouvrage de broderie abandonné sur ses genoux, le regard perdu dans le lointain. Une mélancolie profonde l'habitait, une tristesse si ancienne qu'elle semblait faire partie de sa nature. Elle me parlait d'une voix douce, presque un murmure, comme si elle avait peur de déranger le silence. Elle était une porcelaine vivante, magnifique et délicate, mais je sentais en elle une fissure invisible, une fêlure qui menaçait de la briser au moindre choc, et cette fragilité me terrifiait plus que toute la froideur de mon père. Le crépuscule ramenait les bêtes de somme à l'étable et les hommes à leur masure. Je les regardais depuis le perron, une masse indistincte et anonyme qui se traînait dans la lumière déclinante. Leur visage était creusé par le labeur, leurs vêtements raidis par la sueur et la terre. Ils ne levaient jamais les yeux vers la grande maison, comme si elle était un temple interdit, dont le seul spectacle pouvait les souiller. Ils dégageaient une odeur de terre humide, de fatigue et de pauvreté, une odeur qui n'avait pas le droit de franchir notre seuil. Ils étaient un autre monde, un univers parallèle au nôtre, dont l'existence ne nous concernait que pour le travail qu'ils fournissaient. Ils naissaient, travaillaient et mouraient sur nos terres, leur vie aussi prévisible et interchangeable que les saisons. Pour nous, ils n'avaient pas de nom, seulement une fonction. Je me souviens d'un homme, un journalier, qui avait osé répondre à mon père. Il n'avait pas crié, il avait simplement murmuré que sa paye ne suffisait pas à nourrir ses enfants. La punition ne fut pas physique, elle fut pire. Mon père ne le frappa pas, il le congédia sur le champ, devant tous les autres ouvriers rassemblés dans la cour. Il le fit d'une voix calme, presque détachée, mais chaque mot était une lame de glace. L'homme fut banni du domaine, sa famille expulsée de leur logis le jour même. Je l'ai vu partir, sa femme en pleurs, ses enfants s'accrochant à ses jambes sans savoir où aller. Les autres ouvriers regardaient la scène, le visage impassible, mais je pouvais sentir leur peur. C'était une leçon.
La soumission n'était pas une option, c'était la seule condition de leur survie. La moindre étincelle de rébellion était immédiatement étouffée dans l'humiliation et la faim. Mon existence était une partition écrite d'avance, chaque note placée avec une précision méticuleuse. Le latin, l'équitation, la gestion des comptes, l'histoire de notre lignée. Mon père me formait pour que je devienne son reflet, le futur gardien de notre nom et de nos terres. Mais plus j'apprenais les règles de notre monde, plus je ressentais leur poids écrasant. Je me sentais comme un observateur impuissant, conscient de la violence silencieuse sur laquelle reposait notre fortune. Je voyais la peur dans les yeux des servantes, la fatigue sur le visage des ouvriers, le chagrin dans le regard de ma mère. J'étais l'héritier de ce système, et pourtant, une partie de moi le haïssait. Je vivais dans une dissonance constante, déchiré entre le devoir que l'on m'inculquait et une empathie que je devais à tout prix dissimuler, car la sensibilité était une faiblesse que mon père ne tolérerait jamais. L'air lui-même était stratifié par les sons qui définissaient notre hiérarchie. À l'intérieur de la maison, c'était le cliquetis délicat de la porcelaine, le bruissement de la soie, le murmure feutré des conversations polies, des sons légers, contrôlés, qui parlaient de loisirs et de raffinement. Dehors, c'était le bruit sourd des outils frappant la terre, le grincement des charrettes, les ordres secs des contremaîtres et le souffle rauque des hommes à l'ouvrage. Des sons lourds, bruts, qui parlaient d'effort et de servitude. Mais le son le plus puissant était le silence tendu des dîners, le silence craintif des domestiques, le silence résigné des ouvriers après une punition. C'était un silence lourd de non-dits, de peurs et de colères rentrées, un silence qui maintenait chaque personne à sa place, bien plus efficacement que n'importe quelle clôture ou n'importe quel mur. Parfois, depuis ma fenêtre, la frontière entre ces deux mondes devenait d'une clarté insoutenable. Je pouvais voir un jeune ouvrier, à peine plus âgé que moi, s'arrêter un instant pour essuyer la sueur de son front avec le dos d'une main couverte de terre. Ses bottes étaient lourdes de boue, son dos déjà voûté par le travail. Au même moment, je pouvais apercevoir le reflet de ma propre main sur la vitre, une main pâle et lisse, qui n'avait jamais connu d'autre labeur que celui de tenir une plume. La distance entre nous n'était que quelques dizaines de mètres, mais un abîme social infranchissable nous séparait. Il était le corps qui produisait notre richesse, j'étais l'héritier de ce système, et pourtant, une partie de moi le haïssait. Je vivais dans une dissonance constante, déchiré entre le devoir que l'on m'inculquait et une empathie que je devais à tout prix dissimuler, car la sensibilité était une faiblesse que mon père ne tolérerait jamais. L'air lui-même était stratifié par les sons qui définissaient notre hiérarchie. À l'intérieur de la maison, c'était le cliquetis délicat de la porcelaine, le bruissement de la soie, le murmure feutré des conversations polies, des sons légers, contrôlés, qui parlaient de loisirs et de raffinement. Dehors, c'était le bruit sourd des outils frappant la terre, le grincement des charrettes, les ordres secs des contremaîtres et le souffle rauque des hommes à l'ouvrage. Des sons lourds, bruts, qui parlaient d'effort et de servitude. Mais le son le plus puissant était le silence tendu des dîners, le silence craintif des domestiques, le silence résigné des ouvriers après une punition. C'était un silence lourd de non-dits, de peurs et de colères rentrées, un silence qui maintenait chaque personne à sa place, bien plus efficacement que n'importe quelle clôture ou n'importe quel mur. Parfois, depuis ma fenêtre, la frontière entre ces deux mondes devenait d'une clarté insoutenable. Je pouvais voir un jeune ouvrier, à peine plus âgé que moi, s'arrêter un instant pour essuyer la sueur de son front avec le dos d'une main couverte de terre. Ses bottes étaient lourdes de boue, son dos déjà voûté par le travail. Au même moment, je pouvais apercevoir le reflet de ma propre main sur la vitre, une main pâle et lisse, qui n'avait jamais connu d'autre labeur que celui de tenir une plume. La distance entre nous n'était que quelques dizaines de mètres, mais un abîme social infranchissable nous séparait. Il était le corps qui produisait notre richesse, j'étais l'héritier de ce système. Cette image simple, ce contraste brutal entre la boue et le parquet ciré, contenait toute la violence et toute l'injustice de notre ordre. Mais c'est le regard de ma mère qui a tout fissuré. Depuis quelques semaines, je remarquais un changement. Elle passait de plus en plus de temps près de la fenêtre du petit salon, celle qui donnait sur les champs et la remise où les ouvriers rangeaient leurs outils. Son regard n'était plus vague et perdu dans le lointain. Il était fixé, intense, dirigé vers un point précis que je ne parvenais pas à identifier. Il y avait dans ses yeux une lueur nouvelle, une sorte de faim que je ne lui connaissais pas, mêlée à une terreur palpable. Ce n'était plus la mélancolie passive d'une prisonnière résignée, mais l'attention aiguë d'une femme qui attendait quelque chose, ou quelqu'un. Je ne comprenais pas encore, mais je sentais une tension nouvelle dans l'air, le pressentiment qu'un ordre immuable était sur le point de se briser. Il y avait un visage que je commençais à distinguer parmi la masse anonyme des ouvriers, une silhouette qui se détachait des autres non par sa taille ou sa force, mais par une sorte de quiétude dans la souffrance. Il se nommait Pierre, je crois. Je l'avais appris par hasard, en entendant un contremaître l'interpeller. Il avait à peine mon âge, peut-être un an de moins, mais son corps racontait déjà une histoire de plusieurs vies de labeur. Ses épaules étaient larges, mais déjà légèrement voûtées, comme si elle portait un poids invisible en plus de celui de ses outils. Ses mains, que j'apercevais parfois lorsqu'il s'arrêtait pour boire à la fontaine, étaient noueuses et couvertes de callosité.
la peau craquelée par la terre et le froid. Il était une chose du domaine, comme un cheval ou un outil, un être dont l'existence était définie par sa seule utilité pour nous. Et pourtant, quelque chose en lui refusait cette définition. Ce qui le distinguait, plus que tout, c'était son regard. Les autres ouvriers baissaient les yeux lorsque mon père ou moi passions près d'eux, un réflexe de soumission appris dès l'enfance. Mais lui, Pierre, ne le faisait pas. Il ne nous défiait pas, non, ce n'était pas de l'insolence. Son regard était direct, calme, et portait une tristesse profonde, presque ancienne. C'était le regard d'un homme qui avait vu et enduré plus que son jeune âge ne le laissait supposer, un regard qui ne demandait rien, mais qui, par sa simple existence, témoignait d'une dignité intacte. Il y avait en lui une flamme silencieuse, une force intérieure qui semblait puiser sa source dans la terre même qu'il travaillait. Je le voyais parfois, à la fin de la journée, rester un instant immobile, les yeux tournés vers le soleil couchant, comme s'il communiait avec quelque chose qui nous était à jamais accessible. Ma mère, Éléonore, vivait dans une cage dont les barreaux étaient faits de soie et de convenance. Ses journées s'écoulaient dans un balai de gestes inutiles et gracieux, superviser le polissage de l'argenterie, choisir les fleurs pour le grand salon, répondre à des lettres qui ne disaient rien d'important. Elle se mouvait dans notre demeure comme une apparition, sa beauté délicate contrastant violemment avec la rigidité de son environnement. Sa beauté était une parure, mais aussi une chaîne. Elle était l'épouse de Monsieur Dubois, la mère de l'héritier, un symbole du statut de notre famille. Mais derrière ce rôle impeccable, je sentais une solitude si vaste qu'elle en était terrifiante. Elle me parlait peu de ses sentiments, mais son silence criait ce que les mots ne pouvaient dire, une faim d'affection, un désir de vivre une vie qui ne soit pas simplement une représentation. Mon père était le geôlier de cette prison dorée. Son abus n'était pas fait de cris ou de coups, mais d'une cruauté plus subtile et plus destructrice, l'indifférence. Je me souviens d'un soir où ma mère, d'une voix timide, avait tenté de partager un passage d'un recueil de poésie qu'elle aimait. Mon père n'avait même pas levé les yeux de son journal. Il l'avait laissé parler dans le vide, puis, lorsque le silence était retombé, lourd et humiliant, il avait simplement tourné la page. Il la traitait comme un meuble précieux, un objet dont il fallait prendre soin pour préserver sa valeur, mais dont l'âme n'avait aucune importance. Il la voyait comme le réceptacle de sa lignée, et maintenant que son devoir était accompli avec ma naissance, elle n'était plus qu'une présence décorative, un rappel silencieux de son pouvoir et de sa propriété. C'est cette soif inassouvie qui a dû guider son regard par-delà la vitre du salon, vers le monde extérieur où la vie, bien que rude, semblait au moins réelle. Son attention, autrefois perdue dans une mélancolie vague, s'était désormais focalisée. Elle suivait la silhouette de ce jeune ouvrier, Pierre. Je la surprenais, le dos tourné à la pièce, son ouvrage de broderie oublié sur ses genoux, les yeux fixés sur le champ où il travaillait. Elle l'observait se courber, se redresser, essuyer la sueur de son front. Dans son regard, je voyais un mélange de fascination, de pitié, et d'une chose plus dangereuse encore, une sorte de reconnaissance, comme si elle voyait en sa force tranquille et sa dignité silencieuse un écho à sa propre captivité. Une peur froide s'insinuait en moi, la peur instinctive que deux solitudes aussi profondes, si elles venaient à se rencontrer, pourraient provoquer un incendie. Ainsi, les trois figures de mon drame personnel prenaient leur place sur l'échiquier de notre domaine. Mon père, le roi, immobile et tout-puissant, incarnation de l'ordre, du pouvoir et de la loi. Ma mère, la reine captive, magnifique et fragile, mourant d'ennui et de chagrin dans sa tour d'ivoire, rêvant d'une vie qui lui était interdite. Et lui, l'ouvrier, le pion venu d'un autre monde, un élément étranger dans la simple présence, chargé d'une vitalité brute et d'une dignité inattendue, représentait une menace pour l'équilibre fragile de notre univers. Et moi, au milieu, prince héritier de ce royaume de silence, je devenais le témoin impuissant de l'attraction fatale qui commençait à se tisser entre la cage dorée et le champ debout. Je sentais les fondations de notre monde trembler sous mes pieds, et je savais, avec une certitude terrifiante, que le silence ne durerait plus très longtemps. Le jour où tout a basculé, l'air était lourd, immobile, saturé de l'odeur des roses en pleine floraison et de la sueur des hommes dans les champs. Ma mère se tenait au bord de la roseraie, à la frontière exacte où le jardin impeccablement entretenu cédait la place à la terre brute et labourée. C'était un territoire qu'elle n'arpentait jamais, une limite invisible mais sacrée. Pourtant, depuis des jours, elle s'y attardait, prétextant l'inspection des fleurs, mais son regard glissait toujours au-delà, vers les silhouettes courbées. Je l'observais depuis la bibliothèque, le livre ouvert sur mes genoux, mais les yeux fixés sur sa robe de soie claire, une tache de lumière fragile contre le vert sombre des feuilles. Une anxiété nouvelle me serrait la gorge. Elle semblait attirée par un abîme, et je sentais qu'elle était sur le point de faire un pas, un seul pas qui nous précipiterait tous dans le vide avec elle.
L'incident fut si rapide, si anodin en apparence, qu'un observateur moins attentif n'y aurait vu qu'un simple accident. En se penchant pour admirer une rose, un petit recueil de poésie qu'elle tenait à la main lui a glissé des doigts. L'objet n'est pas tombé sur l'herbe douce, mais a roulé sur le petit talus, venant s'échouer dans la poussière à quelques pas seulement de l'endroit où Pierre bêchait la terre. Le son mat du livre heurtant le sol a semblé résonner dans le silence pesant de l'après-midi. Tous les bruits du domaine se sont tus. Les autres ouvriers ont figé leurs mouvements, non pas pour regarder, mais précisément pour ne pas regarder, pour s'effacer, comprenant instinctivement le danger de la situation. Pierre, lui, s'est redressé lentement, son outil encore à la main, le corps tendu comme une corde. Ma mère était immobile, la main encore en l'air, comme si elle pouvait encore rattraper son geste. Il y eut une hésitation qui dura une éternité. Il n'aurait pas dû bouger. La règle tacite voulait que ce soit un domestique de la maison qui vienne récupérer l'objet, ou que ma mère l'abandonne simplement. Mais il a fait un pas, puis un autre, avec une lenteur infinie, comme s'il marchait sur une fine couche de glace. Il s'est accroupi, ses larges mains calleuses, couvertes de terre, se refermant avec une délicatesse surprenante sur le petit livre. Il l'a essuyé d'un geste presque révérencieux sur sa chemise grossière, avant de se relever et de le lui tendre. Ma mère a tendu la main, une main gantée de blanc, parfaite. Et c'est là que je l'ai vue. Au moment où elle a repris le livre, leurs doigts se sont frôlés. Un contact infime, une fraction de seconde où la peau rêche et sale de l'ouvrier a touché le fin tissu qui couvrait celle de la maîtresse. Un éclair silencieux a traversé le gouffre qui les séparait. Ce ne fut pas le contact qui a scellé notre destin, mais le regard qui a suivi. Leurs yeux se sont accrochés et pendant un instant insoutenable, ils n'étaient plus Madame Dubois et un journalier anonyme. J'ai vu, même de loin, le masque de soumission respectueuse de Pierre s'effacer pour révéler un homme qui voyait non pas sa maîtresse, mais une femme d'une tristesse infinie. Et dans les yeux de ma mère, j'ai vu la surprise, puis la peur, mais aussi autre chose, une lueur de reconnaissance, une étincelle de vie dans le désert de son existence. C'était un échange muet, plus intime et plus dangereux que n'importe quelle parole. Ils se sont vus l'un l'autre, par-delà les barrières de leur monde, et dans ce simple regard, une trahison bien plus profonde que celle de la chair venait d'être commise. Une complicité venait de naître au vu et au su de Dieu et de moi seul. Le sortilège s'est rompu aussi soudainement qu'il avait commencé. Pierre a baissé les yeux le premier, reculant d'un pas comme s'il venait de toucher du feu, et a regagné sa place, reprenant sa bêche avec une ardeur nouvelle, le dos tourné à la maison. Ma mère, le visage blême, a serré le livre contre sa poitrine comme s'il s'agissait d'un bouclier, et a regagné la demeure d'un pas rapide et mal assuré, sans un regard en arrière. Je suis resté à la fenêtre, le cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. Le silence était revenu, mais il était différent. Il n'était plus vide, mais plein de ce contact, de ce regard. Une brèche venait de s'ouvrir dans les fondations de notre maison, une fissure fine comme un cheveu, mais par laquelle je savais que la ruine allait s'infiltrer. La peur vague qui m'habitait avait désormais un visage, et je savais que ce n'était que le commencement. Le silence qui suivit cet après-midi-là ne fut plus jamais le même. Il était devenu une toile tendue sur laquelle chaque son, chaque craquement du parquet, chaque murmure du vent semblait dessiner la silhouette de leur secret. Ma mère ne flottait plus dans la maison comme une âme en peine. Une nouvelle énergie, fébrile et terrifiée, animait ses gestes. Elle inventait 1000 prétextes pour se rendre dans le jardin, un livre à la main, un châle sur les épaules, même lorsque le ciel était menaçant. Elle ne regardait plus les champs d'un air absent. Elle les scrutait, les dévorait du regard, cherchant une silhouette parmi les autres. Je l'observais, mon propre cœur battant au rythme de sa transgression, et je sentais le sol de notre existence se dérober lentement sous nos pieds. Elle était comme une somnambule marchant au bord d'un précipice, attirée par le vide. La première parole qu'ils échangèrent fut un crime plus grand que le contact de leurs doigts. Je l'entendis, caché derrière les rideaux de la bibliothèque. C'était une question banale, presque absurde, sur la floraison d'une piouane. Une question qu'elle aurait dû poser au jardinier en chef, et non à un simple journalier. Sa voix, habituellement si mesurée, tremblait légèrement. Il lui répondit d'un ton bas, respectueux mais sans servilité, et le son de sa voix grave, habituée au grand air, sembla violer l'atmosphère feutrée de notre monde. Ce fut bref, à peine quelques secondes, mais ces mots suspendus dans l'air créèrent un pont invisible entre eux, un lien dangereux qui ne pouvait plus être rompu. Leurs regards se croisèrent à nouveau, et cette fois, il y avait la complicité d'un secret partagé, la conscience mutuelle d'avoir franchi une ligne interdite. Lui aussi avait changé. Le masque de résignation stoïque qu'il portait s'était fissuré. Je le voyais parfois s'arrêter en plein labeur, le regard tourné vers la maison, comme s'il espérait une apparition. Son corps, autrefois machine de travail anonyme, était devenu celui d'un homme qui attend. Une inquiétude nouvelle se lisait dans sa posture.
Il était plus prudent, jetant des regards furtifs autour de lui avant de laisser son attention dériver vers la demeure. Il comprenait le danger, je le voyais dans la tension de ses épaules, mais une force plus puissante que la peur le poussait à chercher ce regard, cette présence. Il était un homme qui avait vécu toute sa vie dans l'ombre et qui venait d'apercevoir le soleil. Comment aurait-il pu se résoudre à retourner volontairement dans l'obscurité complète? Sa dignité silencieuse était désormais teintée d'une espérance mortelle. Ma mère se mit à laisser des traces, des messages muets que lui seul pouvait comprendre. Un jour, ce fut un ruban de soie bleue, échappé de sa coiffure, qui gisait près du sentier qu'il empruntait pour entrer. Un autre jour, une fleur, une seule rose blanche, était posée sur le muret de pierre qui séparait le jardin des champs. C'étaient des gestes d'une imprudence folle, des invitations silencieuses qui mettaient nos vies en péril. Pour n'importe qui d'autre, ce n'était que des hasards. Mais pour moi, qui observais chaque détail avec une acuité maladive, c'étaient les chapitres d'une histoire interdite qui s'écrivaient sous mes yeux. Elle ne se contentait plus d'attendre, elle provoquait le destin, nourrissant cette connexion fragile avec de petits sacrifices symboliques, des morceaux de son monde qu'elle lui offrait comme des gages d'amour. Leurs rencontres devinrent plus audacieuses. Elles se déroulaient au crépuscule, dans ce moment suspendu où le jour n'est plus et la nuit pas encore tout à fait là. Ils se retrouvaient derrière le grand cèdre au fond du parc, un lieu d'ombre où les bruits de la maison s'estompaient. Je les suivais, le cœur serré par la peur et une sorte de fascination morbide. Je devenais le gardien involontaire de leurs secrets, un espion torturé par ce qu'ils voyaient. Leurs conversations étaient des murmures, des fragments de phrases échangés à la hâte. Ils ne se touchaient pas, mais la distance entre leurs corps était si chargée d'électricité que l'air lui-même semblait crépiter. Chaque rencontre était un vol, un instant de vie dérobé à l'ordre implacable de notre monde, et chaque fois, le risque de tout perdre grandissait. C'est dans ces moments volés qu'ils se sont révélés l'un à l'autre. Elle lui a parlé de sa solitude, du silence des longs dîners, de la sensation d'être une parure dans sa propre maison. Elle lui a décrit la prison dorée dont les barreaux invisibles l'étouffaient jour après jour. Lui, avec des mots simples et hésitants, lui a raconté la faim, le froid des hivers, la mort de sa petite sœur emportée par la fièvre faute de soins. Il lui a parlé de la terre, non pas comme une propriété, mais comme une entité vivante et cruelle qui prenait leur force et leur donnait à peine de quoi survivre. En partageant leurs blessures, il découvrait qu'un aristocrate et un paysan pouvaient souffrir de la même solitude, du même manque d'amour, et cette reconnaissance mutuelle de leur humanité brisait les barrières de classe plus sûrement que n'importe quelle révolution. La tension dans la maison devant presque insupportable, les murs semblaient avoir des oreilles. Je surprenais les regards des servantes, un mélange de curiosité, de pitié et de mépris. Elles savaient, ou du moins elles suspectaient. Leur chuchotement s'arrêtait net lorsque j'entrais dans une pièce. Mon père, bien qu'aveugle à la cause, sentait le changement chez ma mère. Il le commentait par des remarques acerbes sur sa nervosité, sur le temps qu'elle passait à rêvasser dans le jardin. Son indifférence habituelle se teintait d'une irritation sourde, comme si l'agitation intérieure de ma mère perturbait l'ordre parfait de sa propriété. L'air était saturé de secrets et de surveillance, et je me sentais pris au piège dans une toile d'araignée dont chaque fil était une menace.
Je le voyais dans leurs yeux lorsqu'ils parvenaient à se croiser dans la cour. Leur amour n'était plus une étincelle fragile, mais un incendie qui couvait sous la cendre, prêt à tout dévorer sur son passage, y compris eux-mêmes. C'est alors que j'ai entendu le mot, murmuré par ma mère un soir où elle se croyait seule près de la fenêtre de sa chambre. Un seul mot qui scella notre destin, la remise. Elle lui donnait rendez-vous dans la vieille remise à outils, à la lisière du bois, le soir de la prochaine nouvelle lune. C'était un lieu sombre, isolé, un lieu qui appartenait à son monde à lui, un lieu où la boue et l'odeur de la terre régnaient. En choisissant cet endroit, elle ne se contentait plus de franchir une ligne, elle abandonnait son monde pour entrer dans le sien. Ce n'était plus une rencontre, c'était une reddition. Et moi, dans le couloir obscur, j'ai compris que le temps des regards volés et des mots murmurés était terminé. La tragédie avait trouvé sa scène, et le rideau allait bientôt se lever. La nuit de la nouvelle lune était une absence de lumière, un trou noir dans le ciel qui semblait aspirer toute chaleur et toute espérance. Je m'étais glissé hors de la maison, le cœur battant contre mes côtes comme un oiseau en cage, et je m'étais caché dans l'ombre d'un vieux chêne, non loin de la remise. L'air froid sentait la terre humide et le fer rouillé. J'attendais, sans savoir si je souhaitais qu'elle vienne ou qu'elle renonce. Puis, je l'ai vue. Une silhouette claire se déplaçant avec une hâte craintive à travers le parc. Ma mère. Elle n'était plus Madame Dubois, parée de ses certitudes, mais une femme marchant vers sa propre destruction. Elle a poussé la lourde porte de la remise qui a gémi sur ses gonds et a disparu dans l'obscurité. Elle venait de franchir le seuil d'un autre monde et je savais qu'elle ne pourrait jamais en revenir indemne. Je me suis approché, rampant dans les herbes hautes jusqu'à une fissure dans le bois de la paroi. À l'intérieur, une unique bougie posée sur une caisse jetait des ombres dansantes et monstrueuses. Il était là, l'attendant. Pierre. Il se tenait au milieu de cet espace qui était le sien, un royaume de paille, d'outils usés et de poussière. Ils ne se sont rien dit pendant un long moment, un silence si dense qu'il semblait solide. L'air était chargé de leur peur, de leur désir, et de l'immensité du gouffre social qu'ils s'apprêtaient à anéantir. Leur regard était tout. Dans ses yeux à elle, je voyais une vie entière de solitude qui se brisait. Dans les siens à lui, je voyais une dévotion si pure et si dangereuse qu'elle en était terrifiante. Ils étaient deux âmes étrangères, venues des extrêmes opposés de notre monde, et pourtant, dans cette lumière vacillante, ils se ressemblaient étrangement. Puis, il a fait un pas vers elle et a levé une main, lentement, comme s'il craignait de la briser. Sa main, large et marquée par la terre, a effleuré sa joue. J'ai vu ma mère fermer les yeux, un léger frisson parcourant son corps, comme si ce simple contact était à la fois une bénédiction et une brûlure. Et ils se sont embrassés. Ce ne fut pas un baiser tendre, mais un acte de désespoir, une collision de deux fins accumulées pendant toute une vie. C'était la rencontre de la soie et de la toile rêche, du parfum des salons et de l'odeur de la sueur. Chaque seconde de ce baiser était une trahison, un crime contre notre nom, contre notre sang, contre l'ordre même du monde. Je me suis reculé de la fissure, le souffle coupé, comme si j'avais reçu un coup en pleine poitrine. Le sceau de leur condamnation venait d'être posé, et j'en étais le seul témoin. Je n'ai pas eu besoin de regarder à nouveau pour savoir ce qui se passait. Les sons qui me parvenaient à travers le bois usé suffisaient. Le bruissement des étoffes, un soupir étouffé, le murmure de leur nom dans l'obscurité. Ce n'était pas le son de la passion, mais celui de la reddition. Ils s'abandonnaient l'un à l'autre, non pas par simple désir, mais parce qu'ils n'avaient plus d'autre refuge. Dans cette remise froide, ils dépouillaient leurs identités, leurs classes, leurs devoirs. Elle n'était plus la maîtresse du domaine, il n'était plus son ouvrier. Ils n'étaient que deux êtres humains s'accrochant l'un à l'autre comme des naufragés, au milieu d'une tempête qu'ils avaient eux-mêmes déchaînée. Chaque instant de leur union était un clou de plus planté dans le cercueil de notre famille, et moi, dehors, dans le froid, je sentais le poids de ce sucre m'écraser, me souiller pour toujours. Leur séparation fut aussi silencieuse et chargée de peur que leur rencontre. Je l'ai vue sortir la première, le visage blême à la lumière de la lune absente, le corps secoué de tremblements. Elle a regagné la maison comme une somnambule, une coupable fuyant la scène de son crime. Quelques minutes plus tard, il est sorti à son tour, une ombre se fondant dans d'autres ombres, retournant à sa misère. Je suis resté là, longtemps après leur départ, le froid engourdissant mes membres. L'odeur de la terre et de la cire de la bougie éteinte flottait encore dans l'air. Cette nuit-là, quelque chose d'irréparable s'était produit. Un acte avait été commis, un acte qui portait en lui la graine de notre destruction à tous. Je savais,
avec une certitude glaciale, que le silence ne pourrait plus contenir une telle vérité. Le sang et les larmes allaient bientôt couler sur cette terre. Le temps qui a suivi cette nuit-là a commencé à pourrir de l'intérieur, comme un fruit d'apparence parfaite, mais vérolé au cœur. Les semaines se sont écoulées, et un changement subtil, presque imperceptible, s'est opéré en ma mère. Ce n'était plus seulement la fièvre de son secret qui colorait ses joues, mais une pâleur nouvelle, une lassitude qui alourdissait ses gestes. Je la voyais le matin, la main posée sur son ventre, le regard perdu dans une contemplation où se mêlaient la terreur et une sorte de merveille tragique. Le secret n'était plus une simple pensée, un souvenir honteux confiné dans les murs de la remise. Il avait pris racine dans sa chair. Il grandissait en elle, une vie issue de la boue et de la soie, une abomination qui menaçait de faire éclater les fondations de notre nom. Chaque jour, je la regardais, et je ne voyais plus ma mère, mais le réceptacle vivant de notre déshonneur, la preuve charnelle d'une trahison qui ne pourrait bientôt plus être dissimulée. La confirmation de ma peur la plus sombre ne vint pas de ses aveux, mais d'un murmure empoisonné volé au détour d'un couloir. 2 servantes, croyant la pièce vide, parlaient à voix basse. Leurs mots étaient des aiguilles de glace. Le mal du matin, un teint de cire. Le maître ne s'approche plus d'elle depuis des lustres. Puis le nom fut prononcé, celui de Pierre, non pas avec colère, mais avec une sorte de mépris apitoyé, comme on parle d'un animal stupide qui s'est jeté dans un piège. Leur pitié était plus cruelle que n'importe quelle accusation. Elle savait. Et si elle savait, alors tout le domaine ne tarderait pas à savoir. Le secret n'était plus le mien, celui de ma mère ou celui de son amant. Il s'était échappé, comme une maladie contagieuse, se propageant dans l'air vicié de notre maison, contaminant chaque regard, chaque silence, transformant notre demeure en une antichambre de la ruine. Mon père n'était pas un homme que l'on pouvait tromper longtemps. Son ignorance n'était qu'un sursis fragile, et je le sentais s'amenuiser jour après jour. Son indifférence glaciale envers ma mère s'était muée en une surveillance acérée, presque prédatrice. Au dîner, le silence n'était plus seulement pesant, il était hostile. Je le voyais l'observer par-dessus le bord de son verre, ses yeux analysant sa pâleur, son manque d'appétit, le léger tremblement de ses mains. Il ne posait aucune question, mais sa suspicion était une présence physique à table, un troisième convive invisible qui nous étouffait tous. Il était comme un loup qui a flairé une blessure dans le troupeau, tournant en cercle, patient, attendant le moment précis où la bête affaiblie trébucherait. Et ma mère, consciente de ce regard, se recroquevillait sur elle-même, son anxiété la trahissant à chaque instant, accélérant sa propre chute. Ce ne fut pas une servante qui porta le coup de grâce, mais le hasard, ou peut-être le destin, dans sa forme la plus cruelle. Mon père, cherchant un document dans le secrétaire de ma mère, un acte de propriété, une intrusion légale dans son espace le plus intime, a trouvé ce qu'il ne cherchait pas. Caché sous une pile de lettres, il y avait un petit oiseau sculpté dans un morceau de bois brut, un objet simple, maladroit, mais dont le grain portait encore l'odeur de la forêt et de la sève. C'était un cadeau de Pierre. Je l'avais vu le tailler un soir, assis sur le seuil de sa masure. Cet objet, si étranger à l'univers de porcelaine et de laque de ma mère, était un aveu plus flagrant que n'importe quelle lettre d'amour. C'était l'intrusion physique de son monde dans le nôtre, un totem de leur union, une preuve irréfutable de la souillure. Je n'ai pas assisté à la confrontation. Je n'ai entendu qu'un seul son, mais il contenait toute la violence du monde. J'étais dans la bibliothèque, lorsque j'ai entendu les palures de mon père monter l'escalier principal. Ils n'étaient pas pressés. Ils étaient lents, mesurés, implacables, comme ceux d'un bourreau marchant vers l'échafaud. Puis j'ai entendu la porte de la chambre de ma mère s'ouvrir et se refermer. Le bruit du loquet qui s'enclenche a résonné dans toute la maison comme un coup de feu. Un silence absolu est tombé. Un silence de mort, plus terrifiant que n'importe quel cri. Je suis resté là, pétrifié, le livre tremblant entre mes mains. Je savais que derrière cette porte, la vie telle que nous la connaissions était en train de s'achever. Le jugement avait commencé, et la sentence, je le savais, serait sans appel. Le silence qui a suivi la fermeture du loquet a duré une éternité, ou peut-être seulement quelques minutes. C'était un silence qui dévorait l'air, un vide absolu où même le temps semblait s'être arrêté. Puis il y eut un son, pas un cri, ce qui aurait été presque un soulagement, mais le bruit sourd et mat d'un corps qui heurte le sol, suivi du tintement cristallin et bref d'un objet de verre qui se brise. C'est tout. Le silence est revenu, plus lourd encore, chargé de l'écho de cette chute. Je suis resté immobile, le sang glacé dans mes veines. Quelques instants plus tard, j'ai entendu les pas de mon père dans le couloir. Lent, régulier, imperturbable. Il n'a pas ouvert la porte de la bibliothèque. Il est descendu, et je savais avec une certitude qui me donnait la nausée que le jugement de ma mère était terminé, et que celui de Pierre allait commencer. L'ordre allait être restauré, non pas par la justice, mais par une violence froide et méthodique. Mon père n'a pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. Debout sur le perron, dans la lumière grise du petit matin, il a fait appeler le contremaître. Ses mots étaient calmes, précis,
comme s'il dictait une instruction pour la récolte. Il n'a jamais prononcé le nom de Pierre. Il a parlé de l'ouvrier qui avait failli à son devoir. Il n'a pas parlé de châtiment, mais de mesures sanitaires. Il a ordonné qu'on le prenne, discrètement, et qu'on l'emmène loin, vers les marais en bord de Loire, là où la terre avale ce qu'on lui donne sans jamais le rendre. Il a ajouté une phrase, une seule, qui a semblé geler l'air autour de nous. Assurez-vous qu'il ne puisse plus jamais souiller quoi que ce soit qui m'appartienne. Le contremaître, un homme au visage durci par des années de service, a simplement hoché la tête, les yeux baissés. Il n'y avait pas de place pour la pitié, seulement pour l'obéissance. L'ordre était un décret de mort, déguisé en une simple tâche administrative. Je l'ai vu depuis ma fenêtre. Ils sont allés le chercher dans sa masure avant même que le soleil ne se lève complètement. Il n'a pas résisté. Il est sorti, encadré par 2 hommes, le visage impassible, comme s'il s'était attendu à cela depuis le premier jour. Son regard s'est levé une dernière fois vers la grande maison, non pas vers ma fenêtre, mais vers celle de ma mère. C'était un adieu silencieux, un dernier acte de dévotion. Les autres ouvriers, qui se préparaient pour leur journée de labeur, ont détourné les yeux. Leur silence n'était pas de l'indifférence, mais une terreur collective, la compréhension instinctive que le sort de l'un d'eux pouvait être le leur demain. Ils l'ont emmené, une silhouette disparaissant dans le brouillard matinal, et personne n'a plus jamais prononcé son nom. Il a été effacé de notre domaine, de nos vies, de l'histoire, comme s'il n'avait jamais existé, ne laissant derrière lui qu'un vide et une peur accrue. Ma mère n'a pas été envoyée au couvent. Mon père était trop fier pour admettre publiquement une telle souillure. Sa punition fut plus cruelle. Il l'a laissée dans sa cage dorée, mais il en a retiré l'âme. Elle est devenue une poupée de porcelaine vide, une présence spectrale dans notre maison. Elle ne parlait plus, sauf pour répondre par des monosyllabes. Elle passait ses journées assise dans le salon, les mains jointes sur ses genoux, le regard fixé sur un point invisible au-delà de la fenêtre. Ses yeux, autrefois pleins d'une tristesse vivante, étaient désormais 2 étendues mortes. Elle était le monument vivant de sa propre transgression, un avertissement permanent exposé à la vue de tous. Mon père l'avait tuée sans lui ôter la vie, la condamnant à une existence qui était une mort de chaque instant, une agonie silencieuse qui se déroulait sous mes yeux chaque jour, me rappelant ma propre lâcheté et ma complicité. La vie a repris son cours, ou du moins son apparence. Les dîners étaient à nouveau silencieux, mais ce n'était plus un silence tendu, c'était le silence d'un cimetière. Les servants se déplacèrent à pas feutrés, les yeux rivés au sol, terrifiés à l'idée de commettre la moindre erreur. Mon père lisait son journal, gérait ses comptes, inspectait ses terres. L'ordre était rétabli, mais la maison était morte. L'air y était raréfié, difficile à respirer. J'étais devenu l'héritier parfait, celui que mon père avait toujours voulu, silencieux, obéissant, mon visage impénétrable. J'avais appris la leçon la plus importante de toutes. La survie dans notre monde exigeait l'imputation de son propre cœur. J'étais le gardien d'un royaume de cendres, et le poids de tous les secrets que je portais avait courbé des jeunes époules pour toujours. Le nom des Dubois était sauf, mais il était désormais synonyme de ruine intérieure. Le dernier fil de leur histoire a été coupé quelques semaines plus tard. Le secret que ma mère portait dans son ventre, cette vie illégitime qui aurait fait exploser notre monde, n'a pas survécu au chagrin qui dévorait sa mère. Une nuit, une fièvre violente l'a prise. Le médecin est venu, a parlé à voix basse avec mon père dans le bureau. Le lendemain matin, ma mère était plus pâle, plus absente que jamais, et une servante a emporté des draps souillés de sang. Le problème avait été résolu. La lignée était pure à nouveau. Il ne restait plus aucune trace physique de leur amour, aucune preuve de leur crime. Tout avait été nettoyé, effacé, enterré. Il ne restait que le souvenir, une cicatrice invisible dans ma mémoire, et le petit oiseau de bois que j'avais récupéré et que je gardais caché au fond d'un tiroir, comme la relique d'un monde qui aurait pu être, et la preuve du monstre que j'étais destiné à devenir. Aujourd'hui, ces terres sont les miennes. Je marche sur les mêmes sentiers, je respire le même air. La maison est toujours debout, impeccable, silencieuse. L'ordre est rétabli. Mais chaque soir, quand le crépuscule tombe, je vois 2 ombres près du grand cèdre, celle d'une femme magnifique qui a osé vouloir vivre, et celle d'un jeune homme qui a osé l'aimer. Je suis le seul gardien de leur histoire, le seul témoin de leur sacrifice. Mon héritage n'est pas fait de terres et de titres, mais de leur silence. Et parfois, quand le vent souffle depuis la Loire, il me semble qu'ils murmurent leur nom, et je me demande combien d'autres histoires comme la leur dorment sous nos pieds, dans la terre de France, attendant simplement que quelqu'un ait le courage de Les écouter.